quand vous trouverez un chat qui fait jouer. Moteur! Allons-y! Ça y est, on décolle. Moteur! Oh putain, moteur! Et bonjour, bienvenue dans On n'est pas filmé. C'est l'émission cinéma de Station B. On est très heureux de vous retrouver pour cette émission métal. Et oui, là, on va vraiment vous présenter en long et en large des films, des soirées aussi à vous présenter plus précisément avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Très bien. Rien que le fait d'être ici pour parler de métal, ça va déjà très bien. Et en plus, tu vas nous présenter un film qui te tient à cœur tout à l'heure. Je spoil déjà un petit peu, mais tu as plusieurs anecdotes à nous sortir autour de cela. Et ça, je pense que ça va ravir plusieurs fans, je pense, de métal. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette émission qui va être incroyable avec aussi Jean-Baptiste. Comment vas-tu ? Super bien. Comme Jean-Claude, le métal, c'est vital. Oh, pas mal les jeux de mots. Ici, on adore les jeux de mots. Donc, vas-y. D'ailleurs, Lenny, on peut l'applaudir, le roi des jeux de mots. Lenny, un petit jeu de mots ? Ah non, c'est pas moi le roi des jeux de mots, c'est Joshua. Non, Joshua, c'est le pire dans les jeux de mots, justement. Toi, on t'a vraiment élu dans les meilleurs. Alors, je sais pas pourquoi, les auditeurs, d'ailleurs, j'ai un petit commentaire des auditeurs qui ont dit « On adore les jeux de mots de Lenny ». Alors, j'ai pas compris pour quel jeu de mots, mais vas-y, fais un jeu de mots parce que c'est grâce à ça qu'on a des vues. Hein. Non, c'est grâce aux extraits où tu rages. Ah ouais ? Ouais. C'est pas les jeux de mots ? Non. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, sur une émission de métal... Normalement, il y a des chances que tu t'énerves un peu. Oui. Ça va bien marcher. Ah bah oui, moi, on va taper dans le dur. Voilà, du sang, du métal. Dans le métal. Dans l'acier. Je suis désolé. C'est de l'acier. Merci beaucoup. Merci. C'est peut-être moi, en fait, quand chaîne sur toi qui fait des jeux de mots. Ouais, Zéphyr aussi, toi, t'es vraiment une qualité incroyable. Bravo. Bonsoir. Dans l'humour. Le roi de l'humour. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, petit jeu de mots, rends-moi métal. Oh. En rapport avec mon salaire impayé. Ah non, là, c'est plus une blague, c'est plus une blague. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais avant de se lancer dans cette émission métal, de vous présenter des films métal et surtout cette soirée métal le 7 février, attention je spoil déjà un petit peu la date, on va faire une petite revue d'actu, la revue d'actu désormais de Zéphyr, puisque tu as plusieurs actus à nous présenter, plutôt chaudes et plutôt froides sur certains points. Et ouais, effectivement, pas que du métal, mais donc je reprends la place de Seb. Notre défunt collègue, non je rigole, il est juste parti il va revenir pour quelques émissions, mais je prends sa place pendant qu'il est pas là, j'en profite. Ne te dénigre pas, tu es fais de mon mieux, tu es on va te valoriser, t'inquiète pas. Pour commencer, moi je le fais toujours dans l'ordre chronologique, ma revue d'actu. Pour commencer, on a un LPS Fantôme avec présence de Soderbergh, dont on va parler un peu tout à l'heure, qui est un film de fantôme du point de vue du fantôme. Et A Ghost Story, qui est aussi pareil, un film de fantôme, sans surprise, sur un fantôme qui vit dans une maison avec un jeune couple et dont il va se rendre compte de l'histoire de la maison, etc. Être un peu le témoin de tout ça. C'est le mercredi 5 février au Luxe à 19h45. Ensuite, la soirée d'après, du coup, c'est Obscure Soirée, le 7 février, soirée dédiée au métal, dont on reçoit aujourd'hui les organisateurs. Ensuite, on a le Tombeau des Lucioles qui passe alors qu'il y a un film très super métal, triste, ça mais aussi, très métal. Ouais. Ça, vous pouvez avoir l'occasion de moins de hurler, plus de pleurer. Enfin, un peu des deux, peut-être, éventuellement. Oui, il y a un peu des deux, oui, dans le film, de toute façon. Qui est une séance ciné-Jacques exclusive qui est organisée le 26 février à 19h15 au Luxe. C'est ciné-Jacques, juste pour rappel, pour les gens. Jacques, c'est les jeunes ambassadeurs de la culture. C'est des lycéens qui viennent bénévolement au Luxe pour organiser des soirées de films dont ils ont envie de parler et qu'ils ont envie qu'on voit. Voilà, Lenny adore les lycéens et ça s'est toujours très très bien passé avec les jeunes. Donc il sera là, il présentera la soirée. Ouais, il va animer la soirée plus à mon avis lui, d'une autre façon. Voilà, ensuite on a un LPS Guillermo del Toro qui va arriver à l'occasion de la sortie de la restauration de Chronos. Et on ne sait pas encore quel film on passera avec, mais ce sera un film LPS film mystère. LPS le 28 février. Peut-être Blade 2, on ne sait pas. Pourquoi tu spoil comme ça le film mystère ? Peut-être Hellboy. Ok. Ah ouais, sort toute sa filmographie. On n'a pas encore regardé tous les droits, mais peut-être le Labyrinthe de Pan. Non, je vais plus abuser du truc. Non, le Labyrinthe de Pan, on l'a vu et revu. Je vous conseille pas. Ensuite, le 14 mars, donc c'est pas chez nous au Luxe, mais c'est au Café des Images, il y a une nuit Lynch, puisqu'on va parler tout à l'heure un petit peu de David Lynch, vu qu'il y a des récentes actualités dont je ne vais pas parler moi-même, mais qui m'attristent énormément. Oui, tu peux le dire. Je peux le dire maintenant, il est mort, voilà. Il est mort, David Lynch. T'es pas obligé de le dire de cette façon, tu sais, il y a des façons de le dire aussi, tranquillement. Il y a des gens, ils vont l'apprendre, là. Il est parti.
Jean-Baptiste, tu l'apprends? Ouais, tout de suite. Ah bah voilà. Non. Tu fais mal à Jean-Baptiste, fais attention. Hein. Il est mort il y a quelques temps, mais par rapport à ça, une autre petite actu, c'est qu'on perd un autre personnage important aujourd'hui. 21 janvier, on a perdu Bertrand Blier, le réalisateur des Valseuses. Eh oui. Peut-être il y aura des hommages aussi dans les semaines à venir. Et c'est plutôt étrange parce que je le voyais rendre hommage à Lynch, enfin indirectement sur la chaîne de Combini. Il parle de Lynch en disant... Par exemple, quand je sais pas comment faire un plan, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il ferait ce con de Lynch? Et du coup, c'est drôle de les voir reliés comme ça et de voir les actualités. C'est un peu triste, mais oui. Ça nous permettra de profiter de la filmographie de ces deux grandes personnes du cinéma. Ensuite, on a la fête du court-métrage du 19 au 25 mars, donc au Café des Images et au Luxe, et aussi tout un tas d'événements partout dans Caen liés au court-métrage. Peut-être qu'on en reparlera de court-métrage d'ailleurs à l'occasion de ce festival. Certainement. Ensuite, si vous avez vu le documentaire politique sorti récemment « Personne n'y comprend rien » sur les financements libyens de Sarkozy, vous pouvez en profiter pour découvrir aussi les dessous du mandat de Macron le 30 mars avec la sortie au Luxe du film Les Doléances. C'est pas du tout politique, on n'est pas filmé vraiment. Non, mais c'est une jolie soirée parce qu'en plus c'est précédé d'une rencontre avec le député Arthur Delaporte. Ok. Donc c'est l'occasion de parler un peu politique. Et le lendemain, il y a De la Fenêtre. Voilà. No comment. C'est génial. Merci Marion de me soutenir. Et aussi, on va avoir un LPS brutaliste pour sa sortie nationale le 12 février au Luxe. Et il est revenu dans les actualités, brutaliste, parce qu'on a appris qu'il y avait de l'IA qui avait été utilisée pour les concept art du film. Super. Donc ça a été redessiné ensuite. Effectivement, le film n'est pas fait en IA, mais il a été inspiré par des créations IA. D'accord. Ça fait un petit peu polémique, et donc voilà, je voulais le glisser dans l'actu. Et il n'y avait pas que ça en plus par rapport à l'IA, il me semble. Bah ouais, on a eu aussi la VF de Stallone qui avait fait polémique en France il y a un bout de temps. Puisqu'il est mort en soi, c'est Dorvan, il me semble. Ouais. La VF a été reprise dans une bande-annonce, pour l'instant que la bande-annonce, d'un film potentiel de Stallone qui va sortir uniquement en SVOD. Mais il est mort et ils ont utilisé son IA. Et alors, anecdote, du coup, je ne le savais pas. Et là, on revient sur la politique. Allez, c'est reparti. La fille de Dorvan, du coup, la voix de Stallone, c'est Aurore Berger. Voilà, donc et oui, elle est partout. C'est fou, les macronistes, on les voit partout. Et en plus, et même là, et elle a donné son autorisation. Alors elle a dit juste pour un bout d'essai. Mais bon, le bout d'essai, ça fait une bande-annonce. J'imagine que le bout d'essai, il doit faire certainement un film. Bon, du coup, oui. Et puis Marion montre le signe du fric. J'allais dire autre chose, mais du fric. Oui, Lénie, tu voulais intervenir? Si je m'abuse, ce n'est pas que elle forcément, puisque c'était son père qui faisait le doublage de Stallone, mais également la veuve du comédien qui ont donné cet accord. Mais à minima, ce que ça a permis de faire, c'est justement de mettre en avant à quel point pour l'instant l'IA est un danger. Et même du coup à pousser certains plateaux de télévision, de radio ou autres, à inviter des comédiens en disant... Écoutez, il y a ce truc-là, vous avez bien vu, c'est dégueulasse, faut nous protéger parce que c'est la culture, c'est la France, c'est littéralement le patrimoine français. Et du coup, il y a des gens qui vont juste exploiter ce truc-là pour faire l'inverse d'une œuvre d'art. Puis ça reste de la propriété intellectuelle. Je veux dire, même si c'est OK que sa voix pour la voix de Stallone, ça reste un travail tout de même de doublage. C'est pas n'importe quel jeu d'acteur en soi. Donc c'est vrai qu'il fallait le préciser puisque ça va très très vite. Tout de même, il y a encore quelques mois, je me souviens avoir signé une pétition. Et aujourd'hui, on est déjà sur les films potentiellement doublés par des IA avec les voix de Stallone. Donc parlons pas d'actualité encore plus chaude parce que là, on pourrait faire d'autres actualités qui ne devraient pas être filmé, mais bon, on va passer plutôt sur des registres qui nous tiennent plus à cœur, évidemment, encore une fois, comme le métal. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Qu'est-ce qu'il fout? Et revenons vers vous, donc Jean-Claude, Jean-Baptiste, sur alors une actualité là qui nous tient plus à cœur, puisque encore une fois, on va le préciser, le 7 février, vous avez la soirée, donc vous allez présenter autour du métal et autour de films, donc que vous allez présenter donc un petit peu déjà avec nous, et justement sur cette soirée, puisque vous allez l'animer, il me semble. Donc je laisse justement Jean-Claude en parler un petit peu de cette soirée. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre déjà? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est une démarche, on a un choix qu'on a fait parce que ça avait commencé en mars dernier avec le festival Altérité où on avait présenté la scène trash metal des Indiens Navarro d'Arizona. Voilà, on en a plein des comme ça. Oui, j'aime bien. Et en fait, c'est mon côté ethno. Donc voilà, comme j'ai un parcours d'ethno, en tant que fan de métal, je me suis dit, putain, je peux relier les deux là, vraiment quoi. Et donc, du coup, là, on est parti sur effectivement.
L'idée de présenter ces scènes métal d'ailleurs, c'est une toute petite partie parce qu'il y a vraiment plein de choses qu'on pourrait présenter. Et là, on a axé sur 2 documentaires qui nous semblaient d'abord qualitativement intéressants parce qu'il y a un peu de tout. Hein. Il y a des fois il y a des documentaires sur ces scènes métal qui sont, par exemple, celui qui tourne actuellement sur la scène métal en Afghanistan. C'est pas très intéressant. Ça sera peut-être intéressant dans quelques années, mais pour l'instant, ça c'est pas très intéressant du point de vue de la scène métal. Ouais. Voilà. Et là, par contre, effectivement, on a donc 2 documentaires, un sur la scène métal en Argentine. Alors, c'est pas nouveau parce qu'effectivement, en Argentine comme en Amérique latine, de manière générale, le métal, il y a des vraies scènes, il y a un public de dingue par rapport à ça. Mais là, on est quand même sur un sujet assez intéressant parce que c'est effectivement montrer comment le métal, à un moment donné, peut être rassembleur, peut être un cri de guerre et peut être une défense parce qu'au fond du film, c'est véritablement, le fond du documentaire, c'est une manière d'aller contre cette industrialisation à marche forcée, minière et donc, c'est vraiment ce côté rassembleur Et de lutte. Et de lutte, rassembleur et de lutte. Surtout pour ce pays. Alors, on est sur un documentaire récent ou 2021 2021 quand même. Même plus récent, 2023, non Non, c'est... Ah oui, t'as raison, 2023. 2023. Ah oui, donc c'est très récent. Très actuel. Donc, il y a eu des gros mouvements sociaux et en fait, les gens en fait, ont pris comme vecteur cette musique pour exprimer en fait leur rage, leur peur face à... Voilà. Oui, puisque là, en plus, Argentine, on connaît très bien l'actualité. C'est sûr que ça peut être en soi déjà palpitant, surtout par rapport à ce genre musical qui peut être, comme vous dites, rassembleur. Et l'autre documentaire ? Alors, l'autre documentaire, donc c'est un documentaire qui s'appelle, donc celui sur, effectivement, la scène argentine s'appelle Zona de Aguante. Ok. Et celui sur la scène métal au Népal s'appelle Growling Mountains. C'est pas népalais, mais bon, ils se débrouillent quand même. non. Métal hurlant, donc voilà, effectivement. Là, pour le coup, en plus, on aura la réalisatrice Aurore Laurent qui a accepté de venir pour présenter ce documentaire, ce qui est quand même toujours le plus véritablement. Surtout que c'est assez intéressant parce qu'on est sur, là, pour le coup, une identité culturelle où il y a une tradition assez forte, il y a une histoire assez forte. On est au Népal, donc c'est toute la culture de l'Inde et ce qu'il y a autour, et c'est quelque chose de très très fort. Donc faire émerger une scène métal à partir de cet endroit-là, c'est quelque chose de très particulier. D'autant que ça, c'est intéressant, mais on le retrouve sur d'autres scènes. Comme on est dans des sociétés à forte connotation traditionnelle, on a des musiciens qui, à un moment donné, tout en faisant effectivement du métal et plutôt métal extrême, on est plutôt dans le death metal, dans le black metal, on est plutôt de ce côté-là, vont réutiliser ou réinvestir des éléments de la tradition. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. On retrouve ça en Indonésie, on retrouve ça ailleurs. C'est particulièrement en Asie, parce qu'on est sur des entités traditionnelles extrêmement fortes. Et les musiciens, en fait, s'en affranchissent, mais pas vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait du métal, mais on reste quand même profondément népalais dans sa culture. Et nous, on trouve ça hyper intéressant, parce que effectivement, ça montre aussi comment cette musique est capable aussi de s'intégrer à des cultures très très différentes, de trouver sa place et de les aider, parce que effectivement, dans une société comme la société népalaise, mais ou la société indienne de manière plus globale, le métal, pour que ça rentre, on n'est pas en Amérique latine, hein, l'histoire est beaucoup plus récente, hein. Donc c'est quand même, il faut quand même penser qu'il y a 10 ans, enfin les gens ils avaient rien, il leur fallait 10 heures pour télécharger un truc pour pouvoir l'écouter, on est quand même sur autre chose. Du coup, le choix de ces documentaires, ces 2 documentaires, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de montrer aussi l'universalité du métal. Absolument, parce qu'effectivement, vas-y, je te laisse parler. Absolument. Ah oui, parce qu'en fait, des scènes métal, t'en as dans tous les pays du monde. Ouais. Dans les dictatures les plus fermées, comme les pays les plus libéraux. Les gens qui... comme ça peut être un outil de révolte ou un outil de... Forcément, les gens se l'approprient. Et puis, il faut bien voir, je parle sous le contrôle de Jean-Claude, mais comme c'est des musiques violentes... Ouais. Dès que tu as un mouvement social ou un mouvement identitaire ou un mouvement un peu marginalisé, c'est vraiment un super moyen de te faire repérer. Oui, et puis... tu fais du bruit. Tu vois, les punks qui faisaient du bruit, ils criaient partout. Moi, j'adore la musique punk, je viens de cette scène-là plutôt. Mais le métal, c'est
C'est pas vital, mais c'est idéal. Quand t'as un message à faire passer vraiment spécifique, c'est la musique qu'il faut faire. Ou le rap. Moi, souvent on oppose souvent le métal et le rap, mais moi j'écoute beaucoup de rap parce qu'en fait on y retrouve la même chose. Ouais. Voilà. D'ailleurs, le même mouvement. Quand on a présenté au mois de mars dernier ce qui était quand même un sacré truc sur la scène métal des Indiens Navarro, enfin personne n'avait jamais vu ça. C'était un truc complètement invraisemblable. Et en fait, effectivement, derrière tout ça, il y a toute leur histoire, toute la pression qu'ils ont depuis des générations et des générations. Et finalement, tout ça est capté dans cette musique. Et aujourd'hui, les Indiens Navarro, ce qui les rassemble, c'est un poète, un grand poète Navarro qui est un rappeur, voilà, et ces groupes de métal extrême qui sont rassemblés. Et alors c'est absolument incroyable parce qu'on se retrouve dans les réserves et ils ont tous des t-shirts mais invraisemblables. Je pense que c'est vraiment très très impressionnant. Mais ça montre aussi cette universalité. Oui. Et ça c'est quand même un truc. Nous on tient vraiment à ça. Alors il y a plein d'autres choses. Il y a des documentaires. J'espère qu'on pourra les présenter plus tard sur la scène métal en Algérie où là on rentre dans une autre catégorie. Ils ont tous été emprisonnés, ils ont été jugés. Enfin, c'était le procès est filmé. C'est totalement absurde. Notamment des groupes de féminins, par exemple. Ouais. Dans les pays musulmans, ce sont des filles. 100% groupes filles qui font du black metal, par exemple. Et ça, c'est quand même des trucs... Donc, nous, on tient à présenter ça, en fait. C'est en plus, là, je vais dire une banalité, mais c'est pour certains aussi qui sont pas aussi fanas de métal que vous, mais quand même, on peut, à mon avis, cette année, le présenter comme cela, j'ai l'impression, mais le métal, ça peut très vite être très à la mode, on va dire, par rapport aussi aux actualités qu'il y a dans les différents pays, parce que là, on a parlé de l'Argentine 2023, documentaire. Je pense qu'à mon avis, dans plusieurs pays, on va se retrouver aussi dans cet état de révolte à exprimer, on va dire, artistiquement, puisque la scène musicale en soi elle devient beaucoup plus accessible pour beaucoup, alors qu'on le voit très bien, le cinéma par exemple nous-mêmes, évidemment le cinéma ou d'autres médias sont beaucoup plus inaccessibles entre guillemets. Donc c'est vrai que là le métal on va peut-être en entendre encore beaucoup parler cette année et je l'espère au vu à mon avis de ce qui se passe. Oui Joshua ? Question. Vas-y, question. C'est la question co, c'est la question in, c'est la question coquine, vas-y Joshua. Allez. Et en plus du côté révolte du black metal, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question un peu de catharsis, d'avoir besoin de ces notes aussi violentes et de ce rythme un peu... Mais c'est complètement ça, c'est-à-dire que dans les deux documentaires qu'on va présenter, mais comme dans chaque, effectivement, à un moment donné, pourquoi ils vont plutôt vers le métal extrême, ils vont aller vers le death, ils vont aller vers le black, ils vont aller vers le grindcore, ils vont aller vers effectivement des choses, ou le metalcore, post-core un peu plus moderne, mais ils vont aller vers ça. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est précisément cet univers sonore rageur et ravageur même un peu, qui va un peu extrême, parce qu'effectivement, dans la situation dans laquelle ils sont, il leur faut une musique qui soit absolument extrême en termes de violence, en termes de dynamique, parce qu'il y a un message à faire passer et que c'est quand même le meilleur vecteur pour ça, quoi. Oui. Et alors, pour enchaîner aussi, parce que vous êtes aussi là pour présenter... Alors là, on était sur des documentaires, mais vous avez potentiellement aussi des fictions. Jean-Baptiste, je sais qu'on voulait présenter quelques petits films de métal si jamais vous, de votre côté, vous souhaitez un peu élargir cette soirée, potentiellement du 7 février, on rappelle, qui va être à mon avis passionnante avec tout ce que vous venez de présenter. On va le rappeler, 7 février. À quelle heure précisément ? C'est à partir de quelle heure ? 20h. Voilà. Et 9 € la place, c'est donné. Oui. Bah, en plus, avec vous, je pense que voilà, ça les vaut déjà juste pour vous deux. Alors, on avait The Dirt déjà que tu voulais présenter, puisque là, on va dire c'est un biopic assez accessible, entre guillemets, à regarder. Ah oui, tout à fait. Quoique le début est un peu hardcore, il y a une femme fontaine, tout ça, c'est... il a été à moitié censuré dans plein de pays, ce film-là. Parce qu'en fait, Motley Crue, c'est l'archétype du groupe infréquentable des années 80. Moi, je suis d'une génération où j'étais au lycée quand ces groupes-là sortaient. Et on avait tous envie d'aller au whisky à gogo, d'aller traîner à Los Angeles avec eux parce que c'était Kiss en x10, x100. C'était la démesure totale. La démesure Sex and Drug and Rock'n'Roll, ça a été écrit bien avant, mais c'est plutôt eux qui l'ont... démocratisé, en tout cas rendu célèbre. Voilà. Et je pense que c'est un groupe un peu incontournable de la scène hard rock. Là, on est plus dans le hard rock, le glam metal plutôt que la musique extrême. C'est du rock and roll avec le potard dans le 10 et voilà.
Ouais, et puis c'est un film alors qu'on peut retrouver normalement aujourd'hui plus sur Netflix, puisqu'il a été présenté dans quelques festivals, mais il n'a pas eu une sortie, il me semble, en salle véritablement en France, du moins. Eh ben moi je l'ai vu en salle pourtant. Ah ouais, mais je crois que c'était plus en festival qu'il a été présenté. Alors non, je pense que je l'ai. Okay. Alors je saurais pas te dire où, je me rappelle plus. Moi de mémoire c'était ça. Après. C'est pas chez vous ? C'était non. Pas au Luxe ? Je sais pas. Pour le coup, comme il date de quand déjà le film ? C'est récent, c'est 2020 ou 21 ? Oui, je crois. Ok. Peut-être pas. Je sais plus. Donc bon, c'est pas grave. En tout cas, on est quelques-uns à l'avoir vu. Je sais qu'on peut le retrouver sur Netflix. En tout cas, ça c'est sûr. En espérant peut-être une ressortie éventuellement au cinéma Luxe, potentiellement pour une autre soirée. C'est un bon film. Ah franchement, oui. C'est un bon biopic. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'était tout à fait conforme à ce que moi j'en avais. Oui, en tête. Et voilà. Puis, comme j'ai dit, alors assez accessible dans le sens où le film est assez, malgré le côté un peu, comme on a dit, démesure qui était présenté, je trouve quand même que le film est assez accessible dans le sens où il suit, c'est ce qu'on se disait juste avant, une mouvance de biopic assez généraux qu'on a eu ces dernières années. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc voilà. Oui, Lenny, tu voulais présenter un petit film aussi, il me semble, Metal. Absolument. Alors, beaucoup plus calme. Hein. Moi, on est sur Heavy Trip, qui est une comédie finlandaise, qui est sortie en 2018, alors qui est réalisée, je suis désolé, je vais écorcher les noms des deux réalisateurs. Je crois que c'est Jukka Wingren et Juuso Lassio. Je suis désolé. Non, mais c'est exactement. Voilà. Jean-Baptiste t'a dit que c'était parfait. Tu l'as super bien dit. Où le film raconte l'histoire de Turo et de ses potes qui sont perdus au cœur de la Finlande. On se retrouve du coup avec 4 marginaux qui sont fans de métal et qui sont un peu les victimes des habitants du petit village, mais qui vont se transformer en stars locales quand la rumeur de leur premier concert qui se ferait dans un festival en Norvège commence à se répandre. Et du coup, c'est les débuts des aventures du groupe de Impaled Rectum. Entre combat avec ses démons intérieurs, vomi, métal et douche de sang de reine. Le film est une comédie qui est relativement classique dans le genre. On se retrouve avec quand même pas mal d'archétypes, pas mal de clichés, mais même si c'est très léger, pour moi ça reste une comédie qui est très agréable parce qu'on sent un amour du genre du métal. On sent que derrière, même si on a ces personnages qui vont en faire des caisses, qui vont littéralement sortir leurs potes de terre pour l'emmener au concert avec eux, qui vont aller avoir des potes vikings pour se battre contre des CRS. Mais je sais pas, il y a une ambiance et un amour qui transfère de ce film, et en plus visiblement qui a réussi à plaire suffisamment pour avoir droit à une suite qui, si je ne m'abuse, en Finlande est sortie en 2024, mais je crois qu'on n'a pas spécialement de date pour nous en France, alors que le film devrait s'appeler Heavier Trip, je crois. Mais à l'heure actuelle, du coup, celui Heavy Trip est dispo sur Prime Video. C'est une balade avec des potes métalleux dans la Finlande, du coup avec de très très beaux paysages. On est encore une fois pas forcément sur quelque chose de très très grand, mais qui est sympathique et qui permet d'avoir de la tendresse pour ces personnages. Une bonne comédie avec des bières à prendre, à mon avis. Absolument. Ils sont déglactants, ils sont attachants, donc on peut les suivre tout le temps et partout. Ah bah oui, il y en a eu pas mal des... Alors là, je pense à une comédie française, il me semble. Pop Redemption. Oui, voilà. Moi, j'ai adoré. Et moi aussi. Moi, franchement, j'ai trouvé que le second degré, voire le 50e degré était parfait. Ça fonctionnait bien, ouais. Donc, et puis les acteurs jouent le jeu, donc c'était franchement prenant. Oui, Jean-Claude, tu voulais... Oui, non, je disais que en fait, c'est bien Evil Trip, la suite à venir, voilà, donc ça c'est une chose, mais c'est pas non plus étonnant que ça sorte de la Finlande, parce que il y a quand même un truc, alors en dehors du fait que la Finlande c'est quand même alors on va dire tous les pays nordiques, parce que la Norvège a son compte, mais la Finlande, ils ont ce côté deuxième degré, parce que même dans certains groupes qui se sont produits, je veux dire, on a des groupes hyper classiques stylistiquement, mais on a aussi en Finlande des trucs un peu barrés, du genre Lordi. Lordi. Vous connaissez Lordi? Lordi, qui passera d'ailleurs... Alléluia, Grand Prix de l'Eurovision. Voilà, déjà ça. Et puis, une chose dont on parle jamais, qui est Evisaurus. C'est un truc qui a été fait pour les gamins. T'as des gros dinosaures sur scène, et les mecs jouent, et il y a des clips sur YouTube, on peut en trouver un, mais c'est absolument génial. Et moi, j'ai vu ça en Finlande, des parterres de 400-500 mômes avec les parents derrière, les mômes vont faire du banging avec, sur scène, des gros mastodontes avec des costumes pas possibles,
sauf que ça joue super bien parce que les musiciens qui sont dans ces groupes-là, ils tournent. Ouais. C'est des mecs qu'on retrouve dans des gros groupes de métal. Et c'est un truc complètement... La Finlande, là-dessus, ils ont ce côté très second degré, très très barré. C'est vraiment un truc propre. Alors que dans les autres pays nordiques, on va avoir des choses, mais... Je trouve que la Finlande a ce côté un peu barré comme ça, un peu plus que le reste. Oui, Jean-Baptiste. Et à ce propos, Lordi jouera à Saint-Lô. Au mois de mars. Chez nous, là, Saint-Lô, ouais. le 12 avril. 12 avril. Oui, Ah bah comme ça, on a une autre... Au Normandie, ouais. Au Normandie, à Saint-Lô. Ah bah, Lordi. vous avez- Mais c'est un truc de malade. Carrément. Oui. Carrément. Bah, Ouais, ça, parce faut le que rappeler. faut quand même savoir que Mister Lordi, c'est Ouais. des mecs qui viennent, qui ont bossé pour Warhammer et tout. Donc Oui. sur scène, on est sur un truc mais complètement incroyable. C'est absolument fantastique et ça a failli faire mourir Michel Drucker. Mais bon, ça de toute façon, Manqué. fallait s'y attendre. Oui, oui, c'est pas tout de suite. Hein. Non. Il est Bah encore non, le non, survivant. non. Il est Ouais, encore ouais. le survivant sur cette année. On l'a vu. Non, mais peut-être qu'il en faut un plus dur que Lordi. Ah oui, oui. On verra sur l'étape d'après. Joshua, peut-être que ça sera toi justement qui va faire faillir Michel Drucker, puisque tu me fais faillir à chaque fois que tu es là. D'ailleurs, bonjour, comment vas-tu ? Bah, ça va très bien et toi ? Bah ça va, hein, à part la petite question que tu as présentée tout à l'heure. Oui, alors vas-y sur ton film justement. Alors, petite digression, parce que le film que j'ai choisi, c'est un classique, mais c'était un peu mon second choix. Ah. Parce que je me suis dit, pour nos auditeurs qui sont déjà les 0,01% des cinéphiles qui nous écoutent, c'est déjà l'élite. Oui. Je voulais leur trouver l'élite, la pépite rare. Oui, oui. Toi, t'as lu les commentaires, à mon avis, des shorts qu'on a sortis il y a pas longtemps. Mais oui, vas-y. Et du coup, j'ai trouvé un film qui avait 17 notes sur Allociné, Ah. 15 sur Sens Critique et 13 sur Letterboxd. Ah oui, donc toi, tu voulais vraiment sortir le film de sortie de nulle part. Voilà, mais en fait, le film s'appelle Rock'n'Tora. D'accord. J'adore, tu te marres à chaque fois que tu... Ça écrit sur clavier. Et Michel Bouchna. C'est vrai ? Oula, mais tu nous sors un truc. En fait, tu rigoles déjà des images que t'as vues, toi. Oui, parce que, en fait, je m'étais renseigné avant, c'était bien décrit comme une comédie musicale. D'accord. Écrite par, que je retrouve le nom du gars, Ramon Pipin, qui fait du rock and... fait. Ah oui ? Bah si, c'est Odeur, le groupe Odeur, dans les années 70. Ça vous parle pas, vous ? Non. Ah Non. oui, les gars, Ramon Pipin. C'est un super mec. Ah bah alors là, tu sais comment on va le découvrir du coup grâce C'est à lui qui Christian chante Clavier. Oh les filles. Ah, Elle me rend de marteau. bah là, oui. Voilà, au bonheur des dames. D'accord. Voilà. Ouais, bah écoute. Et qui faisait à ce style musical nommé rock and roll. Je me suis dit, tiens, je suis toujours dans le sujet. Ouais. Et donc, ce film Rock'n'Tora, je me suis dit, bah super, c'est une comédie musicale. Je vais peut-être avoir Christian Clavier qui va chanter du rock. Un rêve. Ouais. Un rêve. Il n'y a zéro chanson. Oh. Je me suis tapé un RIP VHS sur YouTube d'une qualité immonde. Il n'y a pas des musiques en fond ou quoi que ce soit Au bout d'un moment, il y a juste un mariage, le groupe Rock'n'Tora, qui fait un mélange de musique juive et de rock. D'accord. Du Clems Rock. Mais voilà, c'est tout. Voilà, je voulais juste vous parler de l'existence de ce film. Merci. Parce que j'ai quand même souffert pour l'émission. Tu veux juste qu'on ait des images en tête, bravo. Ouais, bravo. Je crois que là c'est le top. Franchement, non, mais il y a Tu même peux sortir maintenant. Il y a même Jean-Luc Bidot de H qui fait le professeur Strauss en Ange Gabriel qui parle en télépathie à Christian Clavier. Et à la fin, Christian Clavier, oui, je vous ai pas dit, c'est la réincarnation de Moïse. Il ouvre un océan de... Oh. Ah oui, d'accord. C'est un bon film. Ah oui, franchement, Voilà. là tu le présentes très tu très donnes bien. envie. Hein. C'est tentant quand même, rien que pour le navet que ça doit être. Après, t'as un peu spoil, mais... Si je n'ai rien compris au film. Oui, Attention, oui. c'est incompréhensible comme film. D'accord, bah, c'est une pépite peut-être incompréhensible, c'est peut-être un film à ressortir comme... C'est sur YouTube. Et je parle vite fait du film que j'ai choisi. Ah, ok, il y avait... Oh là là. Oui, non, Oh là 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 là. Alors, Et au rapidement, montage, vas-y. vous allez couper au montage. Ah oui, non, mais lui... Ça va être rapide, Oui, rapide. Faut couper. C'était Last Action Hero. Ouais, Bah oui. classique. Voilà. Donc avec Big Gun d'ACDC qui a été produit pour le film, ça pète de partout. Schwarzenegger était à son top. John McTiernan à la réalisation. Pareil, grand film d'action, une VF. On en reparlait tout à l'heure, la voix de Daniel Beretta sur Schwarzy. La VF est une pépite avec des punchlines comme on n'en fait jamais. Et derrière, en plus, qu'on a la BO qui est vraiment faite par Michael Kamen. Il y a ACDC, Megadeth, Anthrax et Alice Alice in in Chains Ouais. qu'on n'entend que très très rarement et quasiment jamais sur des BO de films. Tout à fait. Ouais, putain. Et la bande originale aussi de Michael Kamen est aussi très rock avec Ouais. dès que Schwarzy sort un pas, il y a une grosse guitare, un gros riff.
C'est extraordinaire. Bon, je vais pas en dire plus, mais c'est culte, si mais vous avez jamais vu Last Action Hero, il est sur Netflix, il est sur Prime, il est partout. Oui. Regardez-le, c'est vraiment excellent. C'est une super référence. Hein. Ah oui, merci. Ah bah là, oui, on est sur du culte. Ouais. Et alors là, le film justement que tu voulais nous présenter, Jean-Claude, puisque toi, t'as pas mal aussi de petites anecdotes autour. Il y a 12 pages en plus de ce que nous dit Jean-Baptiste. Je vais être raisonnable. Donc c'est Lord of Chaos. Ouais. Donc, Lord of Chaos. Lord of Chaos, ouais, moi je mets pas d'accent. T'as remarqué. Je fais attention maintenant aux accents américains, à deux doigts de dire que c'est des accents natifs. Donc oui. non, mais c'est. Alors en fait, j'ai choisi ce biopic qui est sorti en France en 2019. C'est un film de Jonas Åkerlund. Alors on est dans ce qu'on pourrait classer de teen horror movie. Okay. Franchement ça, quoi. Voilà. Mais le fond du film, ça tourne autour de l'histoire de Mayhem, un des grands groupes de la scène black metal norvégienne, un des pionniers incontournables qui tourne encore. Et d'ailleurs, superbe concert en décembre dernier à Paris, après 40 ans de carrière. Même s'il reste plus que deux des musiciens du line-up original, ça reste des maîtres, quoi. On peut aimer, pas aimer, mais putain, quand ils sont sur scène, tu comprends quand même que c'est un groupe qui a une vraie histoire. Carrément. Et donc, Jonas Åkerlund a fait ce film sur l'histoire de Mayhem, sauf que l'histoire de Mayhem, elle est sulfureuse. On est au début des années 90. On est sur des groupes qui revendiquent quand même, qui viennent quand même sur la question de l'identité et qui sont revêches. Il faut quand même se rappeler qu'à cette époque-là, dans le gouvernement norvégien, 60% du gouvernement, c'est des gens qui représentent le clergé. Ouais. Donc forcément, à l'intérieur, tous ces jeunes mecs, tous ces jeunes musiciens ou femmes, il y avait un côté anticlérical, il y avait un côté, donc forcément, le black metal, là aussi, venait complètement. Alors, évidemment, sans doute beaucoup de gens ont entendu parler de l'histoire, parce que l'histoire est aussi tragique, avec des meurtres, avec des incendies d'églises, avec, voilà, c'est une réalité. Le problème de ce biopic, c'est que, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui était compliqué, c'est que faire un film sur le black metal et faire un film sur Mayhem, sur cette scène du début des années 70, c'est ce qu'on appelait le inner circle. Il y a un côté très, très volontairement très fermé de cette époque du black metal qui était faite pour être réservée à des initiés, des gens qui faisaient vraiment, à l'époque, quand tu voulais vraiment savoir ce qui se faisait sur le black metal, c'était le tape trading. Il fallait vraiment montrer patte blanche pour avoir des... Donc d'un seul coup, il y a ce film qui sort. Et Jonas Åkerlund a pris le parti de pas tellement finalement parler du black metal dans ce que c'était, mais véritablement de présenter Mayhem comme une bande d'adolescents, de jeunes adultes totalement désœuvrés, voilà. Et ça... Forcément, ça a été la controverse. Controverse à deux niveaux. D'abord parce que le prisme d'Åkerlund, effectivement, déplaisait fondamentalement. Et ensuite parce que, effectivement, en plus... faire un film sur le black metal au cinéma, bon voilà, c'était un peu complexe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jonas Åkerlund, en fait, avant d'être réalisateur et puisqu'on sait qu'il a fait des clips pour Rammstein, Madonna, enfin plein de choses, avant ça, il était le batteur du premier line-up d'un groupe suédois qui s'appelait Bathory et qui a été vraiment un groupe absolument emblématique des débuts de la scène. Enfin voilà, et donc on a un peu l'impression que quand même il règle ses comptes un peu dans le film avec le groupe, ce qui fait que quand le film est sorti, on a une BO avec une trentaine d'extraits musicaux, et dedans on n'a que 5 extraits de Mayhem. D'abord parce qu'ils ont limité les choses, et à l'époque, il y a d'autres groupes qui ont été sollicités, comme Darkthrone, ou des choses qui ont absolument refusé que leur musique apparaisse dans le film. D'accord. Voilà, c'est vraiment... la scène a été très, très virulente vis-à-vis de ce film, parce qu'effectivement, comment dire, c'est pas complètement faux, mais c'est truffé de mensonges. Oui, voilà. Oui. Voilà. C'est bien dit, c'est joliment dit. Truth and lies. Voilà. Et donc, en fait, c'est véritablement ça qui a vraiment posé problème. Alors, ce film, effectivement, quand il est sorti, c'était hyper controversé. Moi, je me suis amusé à faire ça. C'est-à-dire, j'ai vraiment accepté. À l'époque, je suis allé dans plein de cinémas un peu partout en France, présenter ce film. Ouais. J'étais pas tendre, mais je trouvais vachement important de prendre ce film à bras-le-corps, de le diffuser et d'en discuter véritablement, plutôt que de dire
Bon allez, on oublie qu'il existe, on laisse dans un coin. Moi c'est pas mon bête truc. Noire. Ouais non, c'est pas mon truc. Alors c'est quand même. Mais alors qu'est-ce qu'a fait Åkerlund aussi musicalement, parce que c'est un film effectivement où malgré tout la musique reste élément. Il a fait appel au groupe Sigur Rós, donc le groupe d'avant-garde rock islandais, parce que il y avait plein de choses qui pour lui que le black metal ne pouvait pas apporter comme émotion à son film. Alors ça, déjà, voilà, on fait un film sur le sujet, mais on commence... Alors, après, les bandes faites par Sigur Rós sont vraiment très très bien, hein, je veux dire, c'est pas possible, mais il y a effectivement, il y a 3 aspects musicaux dans le film. Il y a les groupes que ces jeunes musiciens écoutaient à l'époque et qui les ont influencés. Il y a effectivement la musique de Sigur Rós pour apporter des choses supplémentaires. Et puis, il y a effectivement quelques extraits de Mayhem qui ont été choisis, soigneusement choisis. Mais par contre, moi j'ai une petite anecdote, c'est que quand, en décembre 2022, on a fait venir Necro Butcher... parce qu'il y avait un livre qui était sorti sur les archives s'appelait Les Archives de la Mort aux éditions Flamme Noire. Et en fait, la prod nous avait dit, écoutez, c'est très simple, vous pouvez parler de tout, mais vous n'abordez absolument pas le sujet de ce film et la mort de Dead, du chanteur, parce que sinon, c'est fini, il va se fermer et vous n'aurez plus rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'échange avec le public, la question n'est pas arrivée directement. Moi, j'étais un peu sur les dents, mais elle est arrivée quand même. Et il a juste dit, c'était la meilleure période de ma vie et je veux pas en parler. Oh. Mais c'est une blessure qui ne s'est jamais refermée, 40 ans plus tard. Ah oui, oui. Voilà, elle n'est pas fermée, cette blessure. Pourquoi ? Parce que effectivement, le personnage de Dale, dans le black metal, pourquoi il est très emblématique, c'est que en fait, là, on n'est pas dans la posture, on n'est pas dans les poseurs, comme s'il y a beaucoup de références autour des poseurs dans le film. On est loin de Motley Crue. Ouais, et là, en fait, Pierre Hollin, donc ce jeune Suédois qui a finalement donné cette première patte au groupe, c'était un personnage qui était... Mais là, par contre, c'est pas des mensonges. Enfin voilà, c'était un personnage qui était vraiment dans la noirceur, qui respirait des sacs dans lesquels il enfermait des animaux morts, qui enterrait ses fringues pour qu'elles aient l'odeur de. Enfin voilà, et qui était bon. Effectivement, il s'est tiré une balle dans la tête, voilà. Mais le premier réflexe qu'a eu, et ça c'est une réalité puisque la pochette existe, le premier réflexe qu'a eu Euronymous, le guitariste qui avait fondé ce groupe, ça a été d'aller acheter un appareil photo et de prendre des photos pour pouvoir faire la pochette du disque. Ouais. Le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait un autre personnage fondamental, Varg Vikernes, qui a fondé le projet Burzum. Alors, Varg Vikernes, en fait, c'était un personnage... Alors, lui, par contre, c'était à l'inverse. Et il est très caricatural dans le film. Trop caricatural. Donc, alors... Sur YouTube, il suffit de regarder Varg Vikernes, les quelques vidéos qu'il a faites quand il parle du film... C'est juste à mourir de rire parce qu'effectivement, il crache dessus. Enfin, après, Vikernes crache surtout, donc c'est pas très 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 surprenant. Mais et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que il est présenté comme, et ça c'est une certaine réalité, un jeune gamin qui vient d'une famille aisée, qui a de l'argent. C'est sa mère qui avait financé le premier album. Mais par contre, on est sur un mec extrémiste au possible. Faut se rappeler que voilà, effectivement, Vikernes, en dehors du fait qu'il ait assassiné Euronymous d'un certain nombre de coups de couteau, que c'était un mec qui était vraiment dans l'extrême droite. Et puis aujourd'hui, il vit en France. Il est planqué en France. Aujourd'hui, il vit en France, voilà. On en a des criminels en France. Il est très surveillé. Hein. En mode survivaliste. Voilà, il vit dans le centre de la France en mode survivaliste aujourd'hui. Et quand il est arrivé en France, la première des choses qu'il a faites, une vidéo, c'était d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Voilà. Ça donne la couleur. Ça donne la couleur du type, hein, véritablement. Donc voilà, on a tous ces personnages-là. Le problème, pour terminer là-dessus, c'est que Åkerlund en a fait une caricature totale. Alors que finalement, c'était beaucoup plus nuancé que ça. Et ça, forcément, ça pouvait pas passer. Donc c'est un film... C'est un film intéressant en fait, c'est-à-dire qu'il est très controversable effectivement. Si tu me demandes à moi en tant que fan de black metal ce que je pense de ce film, je le déteste sur le fond, mais si je prends un peu de recul, je me dis
finalement, c'est intéressant de voir comment il l'a traité et de voir aussi justement où est l'écueil de ça. Et ça, c'est véritablement important, je trouve. Et puis, c'est un biopic, ça fait partie du cinéma. Åkerlund, il s'est posé, non pas en tant que spécialiste du black metal, il s'est posé en tant que réalisateur de films. Ça reste un biopic, ça reste du cinéma. Et tu penses qu'il est accessible justement pour tout à chacun comme ça ou... Ouais, alors il est accessible. Je pense qu'il faut effectivement prendre un peu de recul là-dessus. Voilà. Justement, à ton écoute. Voilà, moi je l'ai fait avec des ados et tout. J'ai présenté ce film, mais avant. J'ai donné quelques références, quelques clés de compréhension, parce qu'effectivement, on est quand même dans le film avec des meurtres, des incendies d'église, des propos extrêmement virulents, le meurtre d'un homosexuel. Je veux dire, on est sur des trucs. Si c'est pas à un moment donné un peu canalisé, un peu expliqué pourquoi c'était ce contexte à cette époque, évidemment, ça peut être la grosse dérive. Si on est sur des adolescents en recherche d'identité, ça peut être la grosse dérive. C'est vraiment le problème de ce film, et c'est pour ça qu'en fait, il est controversé, il est un peu laissé de côté. Après, c'est un gros divertissement, mais d'un point de vue purement musical, sur le black metal, il n'est d'aucun apport. D'accord, bon, comme ça, c'est clair. Mais tout ça pour ça. Oui, là, parce que je franchement... Non, mais c'était génial. Franchement, à vous écouter, c'était incroyable. On a vraiment envie de justement vous rejoindre le 7 février au Cinéma Luxe pour déjà les 2 documentaires passionnants donc autour. Donc rappelez-moi les 2 films, les noms parce que je les ai pas. Zona de Aguant sur la scène métal argentine et Growling Mountains sur la scène musicale extrême du Népal. Voilà, donc ça sera à 20h avec justement toujours un préambule de votre part pour présenter les films. Et vas-y, Jean-Claude. Une petite anecdote que j'ai oubliée mais qui est quand même dingue pour montrer à quel point Åkerlund est quand même assez vicieux. Je vous ai dit tout à l'heure que Varg, il était extrémiste, il était... et donc à un moment donné, Åkerlund a quand même choisi un acteur juif américain pour le représenter. D'accord. Voilà. Évidemment, connaissant le bonhomme qui est Varg, ça pouvait de toute façon d'emblée pas passer. Et donc sa réponse sur la vidéo se fait "This movie is totally idiots." Eh ben c'est là-dessus justement qu'on va s'écouter quand même un petit morceau. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et c'était Motley Crue, Looks That Kill, justement de la BO de The Dirt, il me semble. Je dis pas de bêtises, Jean-Baptiste. Alors, cette fois-ci, on va parler d'un autre film, alors beaucoup moins métal, beaucoup moins folklorique, on va dire. Même si on se rapproche quand même de l'horreur, entre guillemets, et du genre, puisqu'on va parler du dernier film de Soderbergh. Alors Soderbergh, si jamais ça ne vous dit rien, là je vais vous dire tout de suite Ocean 11. Normalement là vous visualisez tout de suite. Voilà, Marion elle me fait des grands signes en mode ah oui je vois. Voilà. Aussi connu pour normalement je crois qu'il avait reçu des prix pour Sexe, mensonge et vidéo. Donc qui est super comme film voilà donc là il sort son nouveau film. Alors c'est un exercice de style, il n'en est pas à son premier puisqu'il avait déjà fait Paranoia, il me semble en 2019, qui était filmé entièrement de mémoire assez rapidement, il me semble aussi à l'iPhone et j'avais un doute, je confonds toujours avec un autre film d'horreur qui est sorti sur l'année et c'était génial, franchement moi j'avais beaucoup aimé Paranoia, même si je trouvais pas que c'était le film de l'année. Moi les exercices de style, ça m'intéressait et je le trouvais plutôt convaincant, même s'il y a certains clichés. Là, c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est vraiment filmé à l'iPhone, il me semble qu'il s'est relancé dans un exercice de style un peu du même genre, puisque de toute façon, Présence, donc le film de Soderbergh qui va sortir prochainement et qui aura un LPS le 5 février, voilà, il sera présenté pour cette sortie nationale avec Zephyr certainement qui fera un petit quiz ou quelqu'un d'autre. Donc logiquement, nous on l'a vu en amont. Et on l'a trouvé plutôt convaincant cet exercice de style puisque on suit un fantôme, alors en point of view, c'était en POV, donc à sa place, durant l'emménagement d'une famille dans cette maison assez lugubre et assez mystérieuse où le temps paraît quand même assez dilaté, on sait pas trop dans quelle période on se retrouve, même si on se doute que c'est assez contemporain, il y a quand même un mélange de temps, d'espace, et ce fantôme se balade, regarde un peu ses nouveaux habitants. Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est malveillant? Le film va nous le dire. Alors
Alors, honnêtement, on va partir dans l'ordre un peu chronologique, on va dire, des avis, enfin, de l'ordre croissant des avis. Zéphyr, toi, t'as pas particulièrement trouvé le film convaincant, même si tu trouvais quand même certains aspects intéressants. Ouais, j'ai carrément bien apprécié déjà le fait de faire un film concept. J'aime bien les films concept. Et puis, il dure pas spécialement long, vu qu'il dure 1h30, il me semble, 25. Même un peu moins, ouais, c'est ça. Et ouais, ça marche bien. Bah, c'est vrai que à chaque fois, on a des petits clins d'œil à ce truc-là effectivement, on est dans les yeux du fantôme. Donc, des fois, un personnage regarde un petit peu la caméra et on se dit, est-ce qu'il nous a vus, est-ce qu'il nous a pas vus ? On en vient presque des fois à avoir peur d'être vu, comme si nous, on était le fantôme. Je trouve que ça marche très bien. Et puis, la façon dont le fantôme observe la famille, observe chaque petit détail de comment ils se parlent entre eux. On voit un petit peu les dynamiques qui sont mises en place, notamment pendant la première moitié. Voilà. Ouais, voilà, les relations, et puis même les relations avec les personnes extérieures à la maison. Notamment une scène marrante avec les peintres au début de la maison qui viennent faire la rénovation et il y en a un, on devine qu'il a des croyances religieuses et lui, il sait direct qu'il y a un fantôme, il dit « moi je rentre pas là, ça me fait peur ». Et alors que les autres personnages mettent quand même un petit peu de temps. Ouais, je l'ai trouvé bien. Après, c'est vrai que je vais pas spoiler, mais la deuxième partie de l'histoire m'a un peu moins passionné que la première. J'aimais bien là où ça s'orientait dans la première partie, et c'est vrai que la deuxième, j'ai moins accroché. Sans spoiler, on peut dire que la première partie est beaucoup plus axée sur le drame familial, qui peut se rapprocher à du A Ghost Story d'ailleurs, par rapport à son ambition. Et la dernière partie du film, c'est vraiment plus de l'horreur, entre guillemets, thriller. Un peu plus thriller, c'est ça. Un peu plus thriller, à se dire, en fait, on voit... Parce qu'en plus, ce qui est intéressant avec le fait qu'on soit dans les yeux du fantôme, c'est que le fantôme, des fois, a l'occasion de réagir à certains événements qui se passent. On se demande à quel moment il va intervenir, on se demande de quelle façon il va intervenir. Est-ce que ça fonctionne ? Comment l'interprètent les personnages du film ? Il y a plein de trucs comme ça. En plus, tout n'est pas dit, même s'il y a quand même pas mal de dialogues entre les personnages, tout n'est pas dit dans leurs réactions. Et pas explicite. Voilà. Et oui, et puis bon, moi aussi, j'ai un petit peu moins aimé la fin. Il y a un petit... c'est pas un twist, mais il y a un petit élément à la fin qui, au vu du début assez prometteur du film, m'a un petit peu chiffonné. Mais... Je suis d'accord, le côté thriller par exemple de la fin, que je trouve beaucoup plus série B par exemple, dans sa forme, m'a absolument pas convaincu, alors que le drame familial, pour le coup, fonctionne super bien. Et d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, le père de la famille, puisqu'il y a donc le couple et on a les deux enfants, chacun a des relations conflictuelles ou alors au contraire très fusionnelles. Avec leurs enfants, notamment, en fait, on voit comment eux gèrent leur rôle de parents. C'est ça. Et ils ont un peu, c'est pas un spoil, mais ils ont un peu chacun un enfant associé, quoi. Oui, c'est ça. Bon, c'est déjà dans le début du film, on le sent directement. T'as les deux dans la mise en scène, ça se rapproche. Et l'exercice de style fonctionne super bien aussi dans les plans séquences, puisque on en a quand même beaucoup. Il y a énormément de plans séquences qui sont vachement impressionnants, notamment si c'est filmé à l'iPhone ou quelque chose comme ça qui est très portatif, on le voit parce qu'ils passent par des escaliers de façon hyper smooth. Ils rentrent dans des. Alors ils passent pas à travers les murs, comme je pensais qu'ils le feraient, mais c'est pas un vrai fantôme c'est un fantôme mais qui respecte l'intimité des gens, donc plus ou moins. Il est voyeuriste, mais il est voyeuriste, mais il s'arrête devant les portes fermées quand on lui claconne, quoi. C'est vrai. Pourquoi ? Pour qui ? Il y a une raison. Venez voir le film. Voilà, venez voir le film, venez voir cette présence. Lénie, toi, t'as beaucoup plus apprécié le film, entre guillemets. Alors beaucoup plus, dans une certaine mesure, évidemment, je vais pas extrapoler, mais t'as beaucoup apprécié quand même certains passages. Bah oui, puis c'en est presque un peu la vanne, c'est-à-dire que je crois que ça fait partie des rares films que je cite à cette émission auquel c'est une nouvelle sortie, et je l'ai apprécié. Jusqu'ici, je suis un peu l'aigri du groupe, mais j'ai réussi. Non, mais tais-toi. Mais j'ai réussi cette fois-ci à m'intégrer dans le film, à véritablement y plonger, alors qu'au début, c'était un peu compliqué. C'est-à-dire que cette idée de caméra POV, au début, je me suis dit pourquoi pas, d'accord, c'est un parti pris, mais il y a des cuts au noir finalement où du coup l'espace-temps est un peu étrange, on a un rapport bizarre, et même si j'arrivais à m'investir dans ce rapport, cette dynamique familiale un peu branlante, un peu compliquée, on va pas se le cacher. On sent qu'on est sur un point de tension de la famille. On arrive à un point crucial. Cet emménagement n'est pas anodin de toute façon. Il y a eu des événements qui sont compliqués, qui visiblement pèsent sur la famille, et le film va nous accompagner dans toute cette évolution. Et j'avouerai qu'au début, c'était un peu difficile à jouer, mais au final, pour moi, j'ai réussi à véritablement m'investir
dans cette famille. Ouais, mais c'est-à-dire qu'au début, le point de vue presque voyeur que propose la caméra était un peu rebutant. Et vers la fin, j'y croyais, j'étais investi. Et presque ce parti pris, on l'oublie, on s'investit tellement dans le film que ça en devient naturel. Ouais, et surtout, alors, ce que j'ai bien aimé dans le film aussi par rapport à cette présence, c'est qu'il y a un intérêt. Il n'y a pas juste une volonté artistique de mise en scène, c'est qu'elle devient aussi partie prenante de l'écriture, qu'elle soit lourde ou non, puisque des fois elle est quand même assez appuyée, surtout sur certains passages qui deviennent justement à rapprocher à de l'horreur, surtout sur cette deuxième partie. Mais il y a quand même, c'est touchant. Enfin, il y a vraiment de l'émotion au moins qui se ressent dans cette mise en scène, parce que le problème des films concept, c'est que très vite on fait le tour et comme le disait justement un collaborateur, c'est que est-ce que c'est un court-métrage qui dure 1h20 ? Alors on a envie de dire quelque part oui, parce que ça se tient pendant tout le film, donc ça sort pas vraiment de son postulat, mais grâce à ce drame familial qui se vit justement de l'intérieur, grâce à cette mise en scène qui sert ce propos, ça fonctionne. Donc mais voilà, les limites, c'est l'horreur en fait. D'ailleurs apparemment, alors moi j'ai pas vu la bande-annonce ni rien, j'ai pas vu la communication autour, mais c'est vraiment présenté comme un film d'horreur, mais vraiment hein, genre il y a des trucs, il y a des titres apparemment dans la bande-annonce du genre le film d'horreur de l'année. Alors que franchement, n'allez pas voir ce film dans cette idée-là, c'est pas du tout justement le postulat. Oui, Marion ? Ouais, moi justement j'ai vu la bande-annonce et ça avait l'air de faire peur et je me suis dit tiens, j'irai pas le voir, tu vois. Ça ne fait, alors pour le coup pas vraiment. Hein, moi je ne trouve pas que ça ne fait pas peur. Ce qui fait le plus peur en fait, c'est les relations humaines, des gens qui sont horribles entre eux, qui se font des coups dans le dos, qui plottent contre l'avenir de leurs enfants. Enfin, c'est des situations dans lesquelles tu peux te retrouver qui sont hyper angoissantes, mais c'est pas de l'horreur, c'est pas. Ah non, faut pas y aller dans cette. C'est le gouvernement Bayrou, tu dis, Jean-Baptiste. C'est ça dont vous parlez, ça. C'est ça, presque, ouais, presque. On est presque là-dessus, à se demander si c'est pas aussi une présence fantomatique. Mais bon, écoutez, on vous propose de découvrir justement ce film Présence de Steven Soderbergh le 5 février avec justement, et c'est pas pour rien qu'on l'a mis en avant, A Ghost Story, alors juste après, il me semble. Et voilà, pour une belle soirée fantomatique et qui pourrait très vite tourner au drame. On enchaîne avec la carte blanche de Joshua sur David Lynch. Oui, c'était pour rendre un petit hommage. Parce que hélas, le 15 janvier dernier, David Lynch nous a quittés à l'âge de 78 ans. Une très grande perte pour le cinéma et la cinéphilie. C'était un réalisateur sans équivalent qui savait surprendre son public, à la fois décalé, mystérieux, effrayant par instant. On se rappelle tous de cette sortie de restaurant à la fin de Mulholland Drive, mais aussi très humaniste, chaleureux et souvent drôle. Depuis 2 semaines, les hommages pleuvent pour le remercier d'avoir fait tant pour l'art. Car en effet, même si on connaît plus David Lynch, le réalisateur, c'était aussi un scénariste, il faisait aussi beaucoup de photographie, il avait aussi une discographie, c'est un musicien, mais c'était aussi un peintre. C'est un véritable touche-à-tout qui s'amusait à nous surprendre en tant que spectateur, qui savait s'affranchir du réel. Avec des œuvres qui n'ont aucune équivalence, David Lynch nous a hypnotisés avec ses plans de route dans Lost Highway. Il nous a bouleversés avec Elephant Man, ou alors il nous a apporté Sting en slip dans Dune. David Lynch fait partie de ces réalisateurs qui ont changé le cinéma et les cinéphiles à tout jamais en seulement 11 films et une série. Ses propositions sont du pur cinéma, souvent imité mais jamais égalé. L'onirisme y est maître, avec en lisière le cauchemar. Parler de David Lynch, sans parler du regretté lui aussi Angelo Badalamenti, ça serait un peu méchant, car en effet, ils travaillent ensemble et on y revient depuis Blue Velvet en 1986 jusqu'à Twin Peaks saison 3. Ils ont même collaboré ensemble sur ses courts-métrages. Qui était Angelo Badalamenti? C'était son compositeur. Donc, et notamment, si on devait retenir une musique de Badalamenti, c'est évidemment le thème de Laura de la série Twin Peaks, à la fois envoûtant et très mélancolique. Et en fait, avec Badalamenti, David Lynch a su trouver un écrin parfait pour mettre en musique ces images atypiques, uniques, anormales. Enfin bref, je pourrais essayer de sortir tous les synonymes de la singularité pour essayer de trouver lequel sied mieux à David Lynch, que ça serait jamais assez fort tellement que c'était David Lynch. Allez, je renfonce une dernière fois le clou, David Lynch était comme Jarry, atypique. Voilà. Waouh.
Encore. Celle-là, fallait la placer. Hein. Celle-là, fallait la placer, surtout pour un hommage à David Lynch. Il t'écoute, il a adoré la blague. C'est pour toi, David. Encore merci pour tout, David Lynch. Tu as apporté tant au cinéma et tu as prouvé que le cinéma pouvait apporter autre chose que du narratif. Bref, là où tu es avec Desproges et Coluche, j'espère que tu es bien. Un hommage qui reste un peu en surface, je sais, mais le mystère, c'est ce qui fait le charme de David Lynch. Et si moi, je devais retenir qu'un seul film de David Lynch, que je vous conseillerais, ça serait Elephant Man, son film le plus humaniste, peut-être le plus facilement accessible, et pourtant il y a bien sa patte, avec des moments très dérangeants. Mais par exemple, je sais que pour Jean-Baptiste, qui est avec nous, je le comprends, c'est Blue Velvet, avec notamment la scène de l'oreille, pour ceux qui ont vu le film. Bref, n'hésitez pas à vous refaire toutes les œuvres de David Lynch, que ça soit les courts-métrages, ses pubs pour Barilla avec Gérard Depardieu, ou la pub de la PlayStation 2 qui est complètement un ovni. Il va nous manquer. On attendait une dernière œuvre potentiellement, mais bon, évidemment, encore... À ce qui paraît, peut-être il y a des légendes qu'elle été tournée en secret, on sait jamais. Mais... c'est possible. C'est possible, connaissant ce énergumène. Il va nous faire une Nicolas Ray pour ceux qui ont la référence, justement. On espère, mais ça pourrait être justement sa dernière œuvre. Mais potentiellement, il y a déjà des making-of qui sortent justement sur lui. Donc ça commence petit à petit à arriver potentiellement sa dernière œuvre. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et ça t'est destiné évidemment, Joshua, comme d'habitude. Merci beaucoup pour cette émission. Évidemment, on remercie avant tout Jean-Claude et Jean-Baptiste pour cette belle émission métal que vous nous avez inspiré, que vous avez transporté évidemment sur tout cet univers métal qu'on a envie de découvrir, redécouvrir, même limite aussi vous accompagner sur le 7 février, on n'oublie pas, à 20h, donc au Cinéma Luxe. Et bien, je vous remercie encore pour cette émission. Merci pour l'invitation. À vous, merci de nous avoir accueillis. Mais c'était un grand plaisir. Merci évidemment Joshua aussi pour ta belle chronique sur David Lynch et cette émission. Merci beaucoup. Et puis on va surtout pas retenir ton film avec Christian Clavier, je pense qu'on va plutôt se coller d'autres films quand même. L'Action Hero est bien meilleur que... Ouais, bon, il est sur YouTube, tu t'apprends Kentora, mais je te préviens, c'est un rip VHS immonde. Ouais, mais... Et il faut et c'est en 4 tiers aussi. Ouais. Si t'as une grosse télé, recadre tout. Et il y a encore plus de pixels, mais voilà. T'aimes toujours autant le cinéma, c'est ça qui est beau, Joshua. Merci beaucoup, Lenny, aussi pour ton émission et puis cette critique évidemment sur Soderbergh. Merci, et puis merci à toi également, Benjamin, parce que c'est vrai qu'on te le dit pas assez. Non, ne remercie pas toi. Non, pas toi, pas de remerciement de ta part. Je t'aime pas, toi. Merci beaucoup, Marion. Un petit dernier mot. Plaisir et Quelle régie à chaque fois, toujours efficace évidemment, malgré nos petites envolées de partout, tu sais toujours nous tenir droit. T'es un peu notre boussole. Mais tout à fait. Et quand merci. Du coup, quand j'entre dans le studio, j'avais une question à te poser. Ah oui, vas-y. Je m'assieds ou je m'étale ? Oh, et dommage qu'il n'y ait pas le... Voilà, mais c'est bien, t'enchaînes super bien. Merci beaucoup Zéphyr aussi qui nous a proposé cette revue d'actu, ces petites chroniques aussi. De rien, merci de m'accepter tel que je suis avec mes défauts. Non, fais pas tes grandes philosophies comme ça, c'est plus le moment, on en a marre de toi. Enfin bref, mais merci quand même. Et puis évidemment, si jamais vous souhaitez nous suivre, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Station B en réécoute, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, TikTok, peu importe, on est partout, surtout parce qu'on n'est pas filmé. Donc en plus, t'avais un très beau t-shirt, c'est vraiment dommage, hein, Jean-Baptiste, qu'on ne pourra pas voir. Il nous le présente, voilà, c'est dommage pour vous. Peut-être sur YouTube, apparemment, de ce que je comprends, il y a toujours des images qui ressortent. Je ne comprends pas, parce que en plus, le principe de l'émission, c'est qu'on n'est pas filmé. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'il